Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. L'idée, Monsieur le Président, du gouvernement de jeter à la poubelle 18 000 dossiers d'immigration ne tient toujours pas la route. Au-delà du côté complètement inhumain, l'improvisation du gouvernement caquiste est anti-économique. Monsieur le Président, entre 5 500 et 10 000 personnes déjà au Québec vont vivre les conséquences de cette décision idéologique. Des étudiants, des travailleurs dont nous avons tant besoin vont devoir tout recommencer à zéro. Les journaux nous rapportent maintenant chaque jour des départs de travailleurs, de leurs familles vers la France, entre autres, et on entend même parler ce matin d'une grève de la faim. Le premier ministre trouve que les faits sont têtus. Je vais lui en donner des faits. Près de 120 000 postes sont à combler. 70 % de la croissance de l'emploi des 10 dernières années est très attribuable à l'arrivée des immigrants. Et contrairement à ce que vous m'avez dit jeudi dernier, le taux de chômage moyen des immigrants est maintenant de moins de 7 %. On est loin de la cassette du ministre de l'Immigration. Le 29 janvier dernier, le premier ministre avait pourtant pris la bonne décision, c'est-à-dire traiter les dossiers. Pourquoi n'ordonne-t-il pas à son ministre de revoir le projet de loi et de ne pas jeter à la poubelle ces 18 000 dossiers? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'essaie de comprendre la position du Parti libéral. On a actuellement 18 000 dossiers qui ont été déposés selon l'ancien système, qui sont traités essentiellement premier arrivé, premier servi. Par ailleurs, il y a 91 000 dossiers qui ont été déposés en fonction du nouveau système, le système ARIMA, qui met beaucoup plus d'emphase sur l'arrimage entre les besoins des entreprises et les compétences des individus. Mon collègue, le ministre de l'Immigration, s'est assuré qu'on demande aux 18 000 personnes qui ont déposé un dossier en vertu de l'ancien système de redéposer une demande en vertu du nouveau système. En vertu de l'ancien système, ça prenait en moyenne 36 mois. Avec le nouveau système, ceux qui répondent aux besoins du marché du travail, ça va prendre 6 mois. Je voudrais bien comprendre, est-ce que le chef de l'opposition est en train de nous dire qu'il préfère qu'on revienne à l'ancien système ou s'il est d'accord pour transférer au nouveau système? Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Premier ministre, cette désinformation ne tient pas le test des faits. Le Premier ministre a avoué s'être trompé à plusieurs reprises sur l'immigration. Vous avez même dit « j'écoute les gens, je corrige mes erreurs ». On se demande si c'était sincère ou juste un autre slogan. Je répète donc ma question. Est-ce que le premier ministre peut prioriser l'intérêt du Québec et stopper la destruction de ces 18 000 dossiers? Monsieur le Premier ministre. Un autre petit bout d'information, Monsieur le Président. On parle ici des dossiers de la division qu'on appelle les immigrants économiques, qui représentent 60 % des immigrants. Donc, on ne parle pas de ceux qui sont avec des demandes de réunification familiale, de réfugiés. On parle d'immigrants économiques. La nouvelle méthode ARIMA permet de mieux arrimer les demandes avec les besoins économiques du Québec. Est-ce que le Parti libéral est d'accord avec ça ou s'il veut qu'on revienne à l'ancienne méthode qui était premier arrivé, premier servi? Il faudrait être clair. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ARIMA, c'était notre méthode. C'est quand même des centaines de personnes qui peuvent aujourd'hui avoir une réponse du gouvernement. Même en France, le journal Le Figaro a titré « Au Québec, le rêve brisé de nombreux Français ». Quelle belle image pour le Québec. Monsieur le Président, combien de personnes, combien de temps, combien de millions seront affectés au plan de sauvetage de son ministre et non pas au traitement des 18 000 dossiers? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, si le chef de l'opposition officielle veut parler de l'image du Québec à l'international, je pourrais lui parler de corruption, de collusion, de ce qui a mené à la commission Charbonneau. Ça n'a pas été très, très joli pour l'image du Québec à l'international. Mais, Monsieur le Président, nous, on pense
que c'est important d'aller avec le nouveau système. Il y a déjà 91 000 demandes. Notre position est claire, mais celle du Parti libéral, personne ne la comprend. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre souhaitait avoir la France comme encore un plus grand partenaire économique. On sait aujourd'hui que les investisseurs ne viendront pas, car on manque de main-d'œuvre. Pire, on renvoie chez eux ceux qui sont déjà chez nous. Quel manque de vision, quel manque d'ouverture. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas faire ce qui est bon pour le Québec? Monsieur le Premier ministre. Président, le chef de l'opposition officielle nous avait habitués à mieux. Il sait très bien que, en vertu du nouveau système, ça ne change absolument rien pour ceux qui sont déjà ici, au Québec ou au Canada. Absolument rien. Puis il le sait à part de ça. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est ce qui est d'accord qu'on pige dans les 91 000 demandes pour bien répondre aux besoins des entreprises. Est-ce qu'il est d'accord avec ça ou s'il veut retourner à l'ancien système qui a été un échec? Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, pendant toute la campagne électorale, l'actuel premier ministre du Québec a répété que 25 des immigrants qui quittaient le Québec après s'y être installés. Or, on a pu constater que le chiffre de 25 était faux. Le chiffre exact était de 15,4 %. La semaine dernière, le premier ministre récidive et répète ici en 7 chambres que le taux de chômage des immigrants 0,5 ans est de 14 %. Or, ce chiffre, encore une fois, est faux. On parle de 11,4 % pour 2018. Je sais, Monsieur le Président, que certaines personnes sont préoccupées par les lobbies externes qui pourraient exercer une influence sur la coalition Avenir Québec. Mais moi, je vous dirais que ce ne sont pas les lobbies externes qui m'importent, mais les lobbies internes de la CAQ, notamment en ce qui a trait aux chiffres. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Immigration peut se lever et promettre qu'il arrêtera de colporter de faux chiffres pour appuyer sa rhétorique? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, ce qui est grave en cette Chambre, c'est lorsqu'on a une députée qui dit qu'on colporte de faux chiffres, alors qu'elle-même, le 6 décembre dernier, laisse entendre à cette Chambre que le taux de chômage des nouveaux arrivants est de 8,7 %. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est d'avoir les chiffres exacts et d'indiquer toutes les nuances qu'il y a par rapport aux chiffres. Prenons le cas des immigrants de 5 ans et moins qui sont présents sur le territoire québécois. Quel est le chiffre de Statistique Canada? 11,4 %. Plus du double de la population née au Québec. Est-ce que ça satisfait la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne? Est-ce que ça satisfait le chef de l'opposition officielle de savoir que les gens qui arrivent au Québec, puis dans le fond, c'est votre bilan de statu quo aussi, des gens qui n'ont pas réussi à être intégrés adéquatement sur le marché du travail, c'est plus du double que les gens qui sont nés ici. Ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, pendant 15 ans, vous avez été au pouvoir, vous avez laissé les gens venir au Québec en n'ayant pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. La députée de Saint-Henri-Sainte-Anne aime les chiffres, on va lui en donner un autre également. 59 % des immigrants de moins de 5 ans ici occupent un emploi pour lequel ils sont surqualifiés. Ça veut dire qu'ils n'occupent pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. Êtes-vous satisfait de votre bilan? Êtes-vous satisfait de l'héritage que vous avez laissé pour les nouveaux arrivants au Québec? Honnêtement, je serais gêné à votre place. Première, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la parole appartient à les députés de Saint-Henri-Sainte-Anne. Je vois que le ministre de l'Immigration aime poser des questions, mais en fait, ce qu'on lui demande, c'est de répondre aux questions. C'est de répondre avec les bons chiffres. Alors, on fait des hypothèses, on dit 14 %, c'est terrible. 11 %, c'est terrible. On change les chiffres d'une fois à l'autre sans réellement répondre à la question. Monsieur le Président, la semaine dernière, le ministre de l'Immigration a dit en cette Chambre, on a la responsabilité de ne pas faire de démagogie. Ce qui est important, c'est de renseigner la population. Renseigner la population, est-ce que ça veut dire donner les bons chiffres en cette Chambre, Monsieur le ministre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, l'important, c'est de ne pas alerter la population et surtout pour les immigrants qui sont présentement sur le territoire québécois avec un permis de travail temporaire fédéral. Vous leur faites part. Vous leur dites des choses qui n'ont pas lieu d'être. Ces gens-là peuvent appliquer dans le programme d'expérience québécoise. Notamment, le chef de l'opposition officielle faisait référence à une dame qui disait retourner vers la France. Elle est admissible au programme d'expérience québécoise. Le chef de l'opposition officielle également nous dit qu'il y a entre 5 500 et 10 000 personnes ici. Ce n'est pas un vrai chiffre. On l'a dit et on était transparent. Maximum 5 000 personnes parce qu'ils ont déposé leur dossier au moment où ils étaient sur le territoire québécois. Alors, avant de dire n'importe quoi du côté de l'opposition officielle, il faudrait bien se renseigner. Et j'espère que vous allez travailler avec nous et collaborer avec nous pour faire en sorte de mieux arrimer les besoins du marché du travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président,
Le premier ministre a répété à maintes reprises qu'il fallait réellement écouter la population et que son gouvernement allait être à l'écoute. Dans la décision de ne pas traiter les 18 000 dossiers, qui écoute-t-il exactement? A. Les entrepreneurs touchés par la pénurie de main-d'œuvre. B. Les spécialistes en immigration. C. Les gens qui sont intégrés ici. D. Aucune de ces réponses parce qu'il écoute en boucle la cassette du ministre de l'Immigration qui joue et joue dans sa tête. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, vous savez, il y a différentes façons de faire de la politique. Moi, j'y vais sur les enjeux. Si la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne souhaite m'attaquer personnellement, grand bien lui en fasse. Mais je vais m'adresser à la population du Québec pour leur dire, pour les personnes qui sont présentes au Québec, ces gens-là devraient appliquer au programme d'expérience québécoise, également au programme ARIMA, de déclarer leur intérêt. Parce que ce qui est important, c'est de faire en sorte que toutes les personnes qui choisissent le Québec puissent intégrer dans un emploi au Québec, d'apprendre le français. Je ne sais pas si la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne se souvient du rapport de la vérificatrice générale qui a été déposé à l'automne 2017, un rapport lapidaire sur la gestion de ses précédents collègues au ministère de l'Immigration. Un rapport qui disait qu'on ne francisait pas et qu'on n'intégrait pas adéquatement. Il faut changer ça et c'est ce qu'on fait. Monsieur, question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, je veux des résultats concrets, rapides et réalistes. À mon avis, il serait facile de s'éparpiller et de ne pas livrer la marchandise. Et je cite la ministre de la Santé. C'est de la musique à mes oreilles que j'aimerais tellement puisse résonner vers le ministre de l'Éducation pour qu'enfin le réseau de l'éducation puisse vivre en harmonie. Présentement, le projet de maternelle 4 ans mur à mur, le ministre de l'Éducation fait exactement le contraire de ce que sa collègue, la ministre de la Santé, prône. L'écoute, efficacité et surtout collaboration. Le ministre fait cavalier seul, il est tout seul, il n'écoute pas son réseau, ni la Fédération des commissions scolaires, qu'on sait, c'est un caillou dans son soulier. Le syndicat des enseignants, c'est un lobby. Et selon le premier ministre, ceux qui travaillent dans notre réseau de la petite enfance, des techniciennes de garde. Est-ce que ce qui est bon en santé peut être bon en éducation? Est-ce que le ministre de l'Éducation peut faire preuve de transparence et déposer un plan pour le déploiement des maternelles 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, il me fait plaisir de répondre à cette question-là. Ma collègue a l'air, je ne sais pas, quelque chose qui revient souvent. Elle essaie de coller une étiquette, à savoir que là, on ne travaillerait pas en partenariat avec les partenaires. Puis, il essaie de créer un front commun. Là. Les oppositions s'opposent. On est surpris. Et là, ils s'opposent, puis ils essaient de fédérer tout le monde qui sont contre. Mais il y a des gens qui sont en faveur. Il y a des gens qui travaillent avec nous autres. Depuis décembre qu'on travaille avec les commissions scolaires pour cibler les endroits où on va implanter les 250 classes. Après ça, il y a des ajustements, c'est normal, mais on travaille avec eux. La Fédération des comités de parents appuie le programme de déploiement des maternelles 4 ans. Madame Yolande Brunel, directrice d'école, qui a implanté cette première maternelle 4 ans, dit « Enfin, on va pouvoir l'implanter partout ». Madame Monique Brodeur, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation à l'UQAM, appuie le déploiement. Monsieur Égide Royer, professeur émérite à l'Université Laval. La FAE, 34 000 enseignants qui disent oui, déployer le programme de prématernelle 4 ans. Alors, bien sûr qu'on travaille avec les partenaires. Ce qui est désolant, c'est de voir l'opposition, il était au gouvernement il n'y a pas très longtemps, il essayait de la déployer, mais il manquait d'ambition et de moyens, ils n'ont pas réussi. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Ça travaille tellement fort en collaboration. Hier, on apprenait que la commission scolaire à Tabasco lui dit « Vous allez avoir 18 nouvelles classes pour maternelle 4 ans. » Puis ils lui répondent « Non, on a juste la place pour 6 classes. » Au Saguenay, ils disent « Bien, nous, on nous manque des enseignantes. On a besoin de plus de suppléantes. » S'il ne veut pas entendre les autres experts qui disent exactement le contraire de lui, est-ce qu'il peut entendre peut-être le ministre de la Famille et son collègue? Je ne dirais pas que les gens sont paniqués. Ils ont des questions et c'est normal. Mais là, on a l'impression que le feu est pris dans le réseau. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, je peux continuer. Les personnes qui appuient, parce que je n'avais pas assez d'une minute. Il y a Robert Gagné, des HEC, de l'Institut de la prospérité, fellow au Cyrano, et il y en a d'autres, Et c'est vrai que la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup nous dit en ce moment, on va avoir de la misère. Sauf qu'écoutez, lors du sondage, ils nous ont dit qu'ils voulaient avoir un total de 28 classes. Peut-être que ça a changé depuis, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de commissions scolaires qui lèvent la main et qui disent « Nous, on va les prendre, les classes de prématernelle 4 ans de plus qui sont disponibles. On veut les ouvrir, on veut offrir un service de qualité aux jeunes. On va continuer à déployer le service, évidemment, au bénéfice des parents et des enfants. »
Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Clairement, ma question n'a pas été comprise, mais des experts, Nathalie Bigra, Patrick Paulin, Georges Tarabellus, Stéphanie Duval, Odette Sylvestre, Jean-François Chicoine, Camille Bouchard, Joanne Laprise, Sylvain Coutu, Joanne Léa, Dr Mylène Drouin, Christa Jappel, Lisette Bronson, Geneviève Cadoret, Isabelle Lorrain, Joël Manzé, je peux continuer. La liste est longue, mais eux, vous refusez de les entendre. Pourquoi? Parce qu'ils disent exactement le contraire. On met à l'index des experts québécois qui sont spécialisés de la petite enfance. Est-ce qu'on peut faire exactement ce que le ministre de la Santé puis le ministre de la Famille dit? Écoutez son réseau? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, ce qui est triste, là, c'est d'essayer de monter les gens les uns contre les autres là-dedans. Alors qu'on essaie d'ajouter un service public de qualité. On travaille pour les jeunes. On travaille parce qu'on veut les amener à une égalité des chances à l'âge de 6 ans. Puis bêtement, on veut faire de la politique partisane en montant les gens les uns contre les autres. Ils étaient au gouvernement il n'y a pas très longtemps. Ils ont déployé autour de 110 classes l'année passée. L'année passée, c'était correct. Si nous, on veut en déployer un peu plus, le double, 250, c'est plus correct. Il y a une espèce, je ne sais pas, de frustration parce qu'ils ont échoué à le déployer, même en milieu défavorisé. Nous, on va plus loin. Ils nous reprochent de poursuivre qu'ils ont maladroitement commencé. Bien, nous, on va réussir. Question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, lors de la dernière mise à jour économique, le gouvernement a raté l'occasion d'investir là où ça compte, dans les services aux citoyens. Il aurait pu débloquer des places en CPE, il ne l'a pas fait. Il aurait pu travailler à alléger le travail des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. Il a choisi de ne pas le faire. Il aurait pu réinvestir tout de suite dans les écoles qui en ont bien besoin. Il a choisi de ne pas le faire. Maintenant, on découvre qu'il y a plus de 4 milliards de surplus. Qu'achète-t-il, le ministre des Finances? Les attentes sont élevées. Alors, nous, on lui livre c'est quoi les priorités de la population selon nous et les nôtres. Est-ce qu'il va, cette fois-ci, tenir compte des enjeux concrets et réels pour la population, les services de garde, la santé des aînés, les écoles, les enfants? Il a les moyens pour agir. Il sera jugé là-dessus. Parce qu'un gouvernement est jugé sur quoi? Ses choix, ses priorités, ses valeurs. Le premier test s'en vient. Il connaît maintenant nos attentes, celles de la population. J'espère qu'il va répondre présent. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde la situation budgétaire au Québec, il faut regarder 2 années financières. L'année 2018-2019, donc qui se termine le 31 mars, donc le mois prochain, où, selon les chiffres mensuels, on se dirigerait vers un surplus de 4 milliards, mais si on ajuste pour les budgets de dépenses des ministères qui avaient été prévus par l'ancien gouvernement, on devrait finir avec un surplus autour de 2 milliards. Ça, c'est pour l'année 2018-2019. Pour l'année 2019-2020, je sais que le chef de la deuxième opposition a bien analysé le cadre financier, même celui qui a été déposé par le Parti québécois. Il se rappelle sûrement qu'il y avait un montant de 800 millions de dollars à résorber, donc il n'y avait aucune marge de manœuvre. Puis il devrait connaître aussi le fait que quand on veut ajouter aux services, il faut que les marges de manœuvre soient récurrentes. On ne peut pas ajouter des services jusqu'au 31 mars puis les couper le 1er avril. Donc, il faut bien comprendre là où sont les marges de manœuvre. Je l'invite à être patient, va avoir un beau budget le mois prochain. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, un besoin réel exprimé par les parents, c'est des places en CPE. Et si son ministre de la Famille s'apprête à débloquer des places annoncées en 2013 par notre gouvernement et bloquées par ce gouvernement, ce n'est pas des nouvelles places, c'est des places de 2013. Alors, je l'invite à écouter les parents qui veulent majoritairement des places en CPE. Je l'invite à faire en sorte qu'on ait des annonces pour compléter le réseau et voter pour notre motion à la fin de cette période des questions. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on regarde actuellement l'ensemble des enfants qui ont 4 ans au Québec, il y en a 30 % qui vont dans les CPE, 6 % qui vont dans les maternelles 4 ans. J'additionne bien, là, ça fait 36 %. Il manque 62 % de places pour des enfants de 4 ans. Donc, on va continuer à développer et les maternelles 4 ans et les CPE, ce qui n'a pas été fait par l'ancien gouvernement. C'est quoi le problème du PQ avec ça?
Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Je vais y en donner un problème majeur. Dans un CHSLD de Granby, présentement, là, on parle d'1 à 2 semaines sans bain. Ça va même parfois au-delà d'1 mois. 26 résidents sur l'étage. En principe, il devrait y avoir 4 préposés. Il y en a 2. Les gens sont à bout de souffle. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, la semaine dernière, les questions secondaires doivent être en lien avec la question principale. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça fait 2 fois que le leader du gouvernement se lève pour interrompre les questions du deuxième groupe d'opposition. À chaque fois, on est sur le sujet. S'il n'aime pas l'angle qu'on le prend, on parle du budget. Budget. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais que mon chef continue sa question. Veuillez poursuivre, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Alors, ça serait important que dans l'ordre des priorités, le deuxième bain précède le troisième lien. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, dans le budget qui va être déposé le mois prochain, le chef de la deuxième opposition devrait être impressionné. Parce que notre gouvernement, en faisant des gains d'efficacité, on va être capable de mieux financer les services en éducation, mieux financer les services en santé, incluant dans les CHSLD, et, je sais qu'ils n'aiment pas ça, là, remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Il va le voir, là, je lui demande un petit peu de patience, ça s'en vient dans 1 mois. Question principale, Monsieur le député de Rosemont. Oui, merci, Monsieur le Président. L'Institut du Québec nous apprend aujourd'hui que le Québec devrait conclure l'année avec un important surplus budgétaire, soit entre 3,4 milliards et 5,9 milliards de dollars. Ça, c'est sans compter un versement de 2,5 milliards dans le Fonds des générations. Il pourrait donc s'agir du plus important surplus de l'histoire au Québec. Pourtant, vendredi dernier, le président du Conseil du Trésor nous a réitéré son intention de continuer de couper. Ça commence à faire les compressions et les coupures, Monsieur le Président. Pendant des années, les libéraux nous ont dit qu'on était en surplus, en déficit, donc il fallait couper. Aujourd'hui, on a des surplus. La CAQ nous dit qu'il faut continuer de couper. Bref, CAQ, libéraux, pas mal pareil au même. Il n'y a jamais d'argent pour s'occuper du monde. J'ai une question toute simple. Pour le ministre des Finances. Pourquoi on continue de couper après des années d'austérité, à se serrer la ceinture? C'est une obsession. Pourquoi continuer de couper? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, merci pour la question du député de Rosemont. Alors, tout notre programme, et je vais revenir d'abord sur l'Institut du Québec, on a appris peu de choses, puisque le 8 février, nous avions publié le rapport mensuel après 8 mois qui faisait état d'un surplus après 8 mois. Il reste 4 mois à l'année fiscale, et si les revenus, la croissance des revenus ralentit, tel que prévu dans le point, et si les dépenses se matérialisent telles que budgétées, combiné à l'effet des nouvelles mesures dans le point, nous allons atteindre la cible que nous avons fixée. Quant à l'efficience, nous avons un plan au sein de notre gouvernement qui vise à améliorer les services en santé et en éducation et à remettre de l'argent aux contribuables sur 4 ans. C'est progressif, c'est fait dans le cadre d'une saine gestion des finances publiques et l'efficience qui totaliserait un grand total de 1 % des dépenses en 4 ans est faite doucement, en examinant la meilleure façon de faire ça pour faire des gains de productivité et d'efficience. C'est ce que nous demande la population. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. J'ai l'impression de déjà vu, Monsieur le Président. Le ministre des Finances est littéralement en train de faire un copier-coller du grand livre noir libéral. Quand l'économie va mal, il faut couper. Quand l'économie va bien, on va couper aussi. D'un coup que l'économie se mette à mal aller. Les gens pensaient vraiment voter pour du changement. Ils se sont apparemment trompés. Ça s'arrête quand? Ma question, elle est très simple. Dans votre esprit, et le ministre des Finances, quiconque dans son gouvernement veut répondre ou ne pas répondre, ça s'arrête quand, les compressions? Monsieur le président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais peut-être faire le point sur la discussion et l'interpellation, plus précisément, que nous avons eue suite à la demande de mon collègue, le député de Lapinière. Je pense qu'il est important de revenir sur un point. L'interpellation avait été demandée la semaine dernière sur les surplus et des coupures.
Et j'ai bien expliqué aux députés de Lapinière et aux gens qui étaient présents à l'interpellation qu'il faut tout simplement séparer 2 années. L'année de 18-19, dont mon collègue est en train de parler, c'est l'année. Le budget que nous sommes en train de préparer, Monsieur le Président, c'est 19-20. Puis je rappelle ce que mon premier ministre vient de dire il y a quelques minutes. En terminant, 19-20, il n'y en aura pas de surplus. Même le vérificateur général... Deuxième complémentaire, Monsieur les députés de Rosemont. C'est surréaliste, Monsieur le Président. On a un premier ministre comptable, un ministre des Finances banquier, un président du Conseil des trésors financiers. À 3 ne sont pas capables de s'entendre à savoir s'il y a ou non un surplus, ou bien non, si on va être en déficit. Alors, je repose la question, et elle est toujours aussi simple. Est-ce qu'il y a un surplus ou non? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Ça va me faire plaisir de répéter aux députés de Rosemont, on parle de 2 années différentes. Vous parlez de surplus dans l'année 2018-19. Nous, on vous parle de l'année 19-20 sur laquelle on est en train de préparer un budget et dans lequel le vérificateur et mon collègue ont dit qu'il y avait un écart à résorber, ce qui équivaut à un déficit. Alors, je ne sais pas ce que vous comprenez, moi, mais c'est très clair, on parle de 2 années différentes, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée d'Acadie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en campagne électorale, la CAQ et son chef s'étaient engagés à revoir le mode de nomination du directeur du service de police de la Ville de Montréal pour la soumettre à un vote aux 2/3 de l'Assemblée nationale. Toutefois, cet engagement clair s'est évaporé complètement lors du dépôt du projet de loi 1, qui est muet sur le SPVM. Pourtant, le SPVM est le plus grand corps de police municipal au Québec, avec plus de 6 000 employés et desservant une population de 2 millions de personnes. Dans les dernières années, des événements troublants ont mené à une mise en tutelle de l'organisation par le gouvernement du Québec. La ministre de la Sécurité publique parlait de poser un geste concret pour conserver la confiance des citoyens dans leur institution. Où est passé le SPVM dans son projet de loi? Madame la ministre de la Sécurité publique. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais vous dire, venant du parti qui a toujours été farouchement opposé aux nominations aux 2/3, qui a voté contre toutes les demandes que nous avons pu faire au cours des années pour avoir des nominations aux 2/3, le dernier amendement qu'on a déposé étant dans le cadre de l'étude du projet de loi 107, la députée d'Acadie, de même que tous ses collègues, ont voté encore une fois contre un mode de nomination aux 2/3. C'est franchement saugrenu d'entendre la députée d'Acadie depuis ce matin parler de cette passion soudaine pour les nominations 2/3, pour l'importance de rétablir la confiance du public. S'il y a un parti qui a toujours souhaité ardemment rétablir la confiance du public à l'endroit des 3 postes dont il est question dans le projet de loi 1, c'est bien le nôtre. Et le fait est que le premier projet de loi qu'on a déposé le 29 novembre dernier, à peine 1 mois et demi après notre arrivée au gouvernement, porte précisément sur la nomination 2/3 de la Sûreté du Québec, de l'UPAC et du directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors, s'il y a un parti qui joint l'action aux intentions, c'est bien le nôtre. Alors, j'invite la députée d'Acadie, si elle sent le soudain besoin de se rendre utile, à voter pour ce projet de loi et à faire en sorte qu'on pourra tous ensemble nommer le prochain commissaire de l'UPAC. Collaboration, prudence, s'il vous plaît. La parole appartient à la députée d'Acadie. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Alors, il n'y a aucun mal à changer d'avis pourvu que ce soit dans le bon sens. Winston Churchill. Monsieur le Président, pendant la campagne électorale, son collègue de Vachon a déclaré à TVA pour la CAQ, si la CAQ prend le pouvoir le 1er octobre, elle réévaluera la nomination du grand patron de l'unité permanente anticorruption, du dirigeant de la Sûreté du Québec et du SPVM. Est-ce que la ministre a eu des pressions pour enlever le SPVM de son projet de loi? Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, s'il y a un parti qui est imperméable aux pressions de qui que ce soit, c'est bien la CAQ. Et vraiment, vous le voyez peut-être là à notre mine à tous, on est décontenancé de voir ce revirement du Parti libéral qui a eu 15 ans pour modifier le mode de nomination, du moins de la Sûreté du Québec et du DPCP, et plus récemment dans les dernières années de l'UPAC depuis son apparition, qui a toujours été farouchement contre, qui n'a jamais rien voulu entendre. Rappelons les propos du précédent premier ministre, qui était le premier ministre de la députée d'Acadie, qui disait que c'était presque dangereux pour une démocratie de laisser une assemblée législative se mêler du processus de nomination
d'un charge publique tel que le commissaire de l'UPAC. Alors, encore une fois, votez pour le projet de loi, puis on va pouvoir travailler tous ensemble. Deuxième complémentaire, Madame la députée d'Acadie. Alors, c'est la ministre qui demandait que l'on puisse travailler ensemble. Je lui dis, travaillons ensemble. Mettons le SPVM dans le projet de loi. C'est si simple. J'aimerais que le député de Vachon, puisque le règlement le permet, réponde à cette question. Est-il en faveur de ce recul de la CAQ dans le projet de loi? Madame la ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je vais y aller peut-être avec un point d'information. C'est peut-être ça le problème. La nomination du chef de police du SPVM part d'un choix municipal, d'une résolution du conseil municipal, qui est avalisée par le gouvernement, mais le choix du candidat revient à la municipalité. Il y a une question d'autonomie municipale. Nous penchons sur des nominations qui relèvent directement du gouvernement sur 3 postes névralgiques. Nous souhaitons rétablir la confiance du public en ces institutions policières judiciaires très importantes pour l'administration publique, pour les citoyens en général. Alors, encore une fois, si la députée d'Acadie et tout son parti, d'ailleurs, veulent se rendre utiles, votez pour le projet de loi et on va tous ensemble participer à la nomination du prochain commissaire de l'UPAC, du prochain DPCP et du prochain DG de la Sûreté du Québec. Question principale, Monsieur le député de René Lévesque. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, ce matin, à la une du Journal de Québec, on apprenait l'histoire d'une parfaite inconnue qui est devenue une gagnante à vie par le gouvernement libéral. Non, Monsieur le Président, c'est pas la 6,49 qu'elle a gagné. Madame Vicky Lavoie et son entreprise a réussi à doubler sa mise en 2 ans en mettant, tenez-vous bien, 0 $ de sa poche. On parle d'un profit de 16 millions. Et je veux juste rappeler, Monsieur le Président, qu'Investissement Québec a investi 17 millions dans l'organisation. Elle n'a créé aucun emploi, puis pire que ça, elle était capable d'acheter cash une usine du côté de Chappais. Bref, en transférant son contrat d'approvisionnement à Chappais, Madame Vicky Lavoie va pouvoir mettre dans ses poches 800 millions pour les 25 prochaines années. Elle aime l'équitation. Alors, ma question au Premier ministre, Monsieur le Président, est-ce que c'est bien pour les contribuables, devant cette situation indécente, de garder ce contrat-là actif? On ne devrait pas tout simplement l'annuler devant cet enrichissement personnel? Monsieur le ministre de l'Économie. Je suis, Monsieur le Président, très préoccupé par la situation de Nexolia, il n'y a pas de doute. Je ne pense pas que cette transaction-là va passer à l'histoire des belles transactions. Maintenant, je pense qu'il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu passé et l'enjeu futur. L'enjeu passé, je pense que le ministre Julien pourrait commenter sur le contrat d'Hydro-Québec, mais je dirais juste que j'étais un peu préoccupé par le fait que nous prenions une usine de pâte CAF qui est très en demande aujourd'hui de la démolir, pour la détruire, pour faire d'autres choses avec. Alors, je vais rassurer le collègue que présentement, on travaille avec différents repreneurs pour que l'usine reprenne sa vocation originale de produire de la pâte CAF qui est en très grande demande dans le monde. En ce qui concerne les contrats qui ont été séparés pour la cogénération, on va regarder ça étroitement aussi. On va aussi regarder qu'est-ce qui s'est passé au niveau d'Investissement Québec, qui a effectivement financé la très grande partie du projet qui est aujourd'hui, on doit l'avouer, questionnable. Monsieur le député de René Lévesque, en première complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qu'on comprend, là, c'est qu'avec ce contrat-là, Vicky va se mettre dans les poches 615 000 $ par semaine. Ça, ce n'est pas gagnant à vie, là, Monsieur le ministre, là, c'est tout comme. Alors, j'entends ce que vous nous dites, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui déjà annuler ce contrat-là d'approvisionnement pour lequel Hydro-Québec n'a absolument rien besoin? Et je comprends que vous êtes en train de travailler pour l'usine de Lebel-sur-Quévillon. On est d'accord avec vous, mais pour ce qui est de l'investissement... Monsieur le ministre de l'Économie, non. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, pour ce qui est des contrats d'Hydro-Québec, il faut comprendre qu'il y a un décret en 2011, un décret d'approvisionnement de 45 mégawatts, en réalité, pour la bio. Et ce contrat-là est octroyé en 2015. Et dans l'entente contractuelle, il est prévu qu'effectivement, il peut y avoir scission et transfert du contrat si c'est pour les mêmes critères et la même nature. Et effectivement, les 2 projets qui nous occupent aujourd'hui sont de mêmes critères et de même nature. Alors, à partir du moment où on a une entente contractuelle du passé, bien, on se doit de la respecter. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de René Lévesque. Merci, Monsieur le Président. Du côté des contribuables, là, on se souvient du recul du gouvernement de la CAQ sur les trop perçus d'Hydro-Québec. Et là, en lisant le journal ce matin, là, ils vont payer 800 millions de $ totalement inutiles. Alors, j'entends le ministre de l'Économie pour dire on va retourner toutes les pierres et on va regarder ce qui s'est passé du côté d'Investissement Québec dans ce financement-là.
J'aimerais savoir, Monsieur le ministre, est-ce qu'on aura effectivement une enquête? Elle sera publique pour bien comprendre de quelle façon cette dame, pour 0 $, en a mis 16 dans ses poches et en aura 800 millions pour les 25 prochaines années. Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord qu'il faut comprendre les faits. J'en comprends une partie seulement, je dois avouer. Donc, avant de commenter sur le passé, je vais surtout toute l'information qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Et je veux aussi rassurer mon collègue que pour les argents que Investissement Québec a mis dans le projet, elles vont être récupérées dans le nouveau projet que nous travaillons présentement avec plusieurs intervenants du milieu qui veulent reprendre l'usine. Donc, je pense qu'on va être capable que les fonds publics qui ont été mis dans le projet de l'Exolia vont pouvoir être récupérés dans le futur et nous allons faire la lumière dans les prochaines semaines sur ce qui s'est passé réellement avant de conclure et de crucifier tout le monde. Bravo. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Ça ne changera pas. Monsieur le Président, avec 5 petits mots, le ministre délégué à la Santé a confirmé ce qu'on savait déjà, qu'il n'a aucune intention de modifier son projet de loi. On le savait parce qu'il refuse d'entendre des groupes, même s'il y a des plages horaires de disponibles, puis même si les groupes sont dans la salle. On le savait parce qu'il a invité des groupes à 24 heures d'avis. On le savait parce que le ministre considère les groupes comme des joueurs en sa faveur et donc des joueurs contre lui. Mais le ministre continue de dire, Monsieur le Président, qu'il est important pour lui d'entendre tous les points de vue. C'est des balivernes, Monsieur le Président. Les groupes qui se déplacent aujourd'hui ont plus de chances de pogner un coup de soleil à Québec que de convaincre le ministre de modifier son projet de loi. Mais, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est les villes qui vont prendre part à l'exercice de PR du ministre. La semaine dernière, le ministre n'était pas intéressé à parler à la ville de Gatineau. Aujourd'hui, c'est la mairesse de Montréal, le président de l'UMQ. Vu qu'ils sont tant attachés au principe d'autonomie municipale aujourd'hui, est-ce qu'il va les écouter ou est-ce qu'il va continuer sa mascarade? Monsieur le ministre. Sur une question de règlement, Monsieur le Président, je ne crois pas que le terme mascarade soit approprié dans notre règlement. Réponse au ministre délégué de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, le député de Pontiac et moi, on n'entend vraiment pas la même chose. Moi, ce que j'entends depuis une semaine, c'est psychose, dépression, trouble de motivation, prise de mauvaises décisions. Puis pendant 15 minutes ici, tout le monde s'est dit « Ah, inquiet de la santé mentale de nos jeunes ». Oui, j'entends les groupes. Tous les groupes qui nous appuient pour monter l'âge de 21 ans, c'est qui? C'est ceux qui s'occupent de ces patients sur les terrains. Les organismes communautaires comme le Portage, les psychiatres, les neurologues, les médecins d'urgence. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger la santé mentale des jeunes. Nous, ce qu'on veut, c'est les aider. Encore plus, la semaine dernière, une psychiatre de McGill nous a dit que chaque année, 25 000 Canadiens ont un diagnostic de dépression en lien avec la consommation de cannabis quand ils étaient jeunes. 25 000 Canadiens, ça fait 5 à 6 000 Québécois, ça. On a de l'argent acheté par la fenêtre? Non. Nous, là, ce qu'on veut, c'est s'occuper de nos enfants. On veut soigner nos jeunes. On veut faire ce qu'il y a de mieux pour nos plus jeunes. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Merci, Monsieur le Président. Le Parti libéral a adopté une loi pour reconnaître les municipalités comme gouvernement de proximité. Alors que nos élus municipaux sont les mieux placés pour déterminer leur propre réglementation, voilà que le projet de loi 2 vient unilatéralement interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. La ministre des Affaires municipales peut-elle nous expliquer pourquoi elle a abdiqué et laissé son ministre ignorer le principe de l'autonomie municipale? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, je remercie la députée de Vaudreuil pour sa question. J'aimerais ça lui dire en même temps que dans sa municipalité, on a voté pour la non-consommation de cannabis dans les lieux publics. Alors, ceci étant dit, oui, je crois énormément à l'autonomie et la loi 122 pour l'autonomie sur les municipalités, mais on est allé pour la santé publique et pour une question d'éducation. Alors, vous comprendrez que quand on parle de santé publique et pour une question d'éducation, consommer du cannabis dans les lieux publics, ça n'allait pas de soi. Ceci étant dit, on s'est dit également que partir d'une région comme Saguenay, allant à Québec, allant à Trois-Rivières jusqu'à Montréal, si les lois étaient différentes partout, le projet de loi ne fonctionnerait pas. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Monsieur le Président, aujourd'hui sera entendu en commission parlementaire la Ville de Montréal et l'Union des municipalités du Québec. Bien que la semaine dernière, le maire de la ville de Gatineau a dénoncé cette intrusion à l'autonomie municipale, il demeure clair que les décisions quant aux lieux de consommation seront prises dans les bureaux du ministre délégué aux services sociaux
à Québec, et ce, peu importe le pouvoir des municipalités sur leur territoire. On constate clairement que ce gouvernement ne tient pas à consulter. Peut-on encore espérer que la ministre des Affaires municipales tende l'oreille et fasse respecter... Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, concernant la municipalité, d'ailleurs, si on regarde, j'ai rencontré quand même la mairesse de Montréal à plusieurs reprises concernant ce projet de loi-là. Elle est prête à discuter, ça je peux vous le dire. Concernant le maire de Gatineau, on a discuté ensemble aussi et lui-même est prêt. Il y a une ouverture avec lui. Alors, il faut comprendre toujours qu'on est allé selon la question de la santé, l'éducation. Il faut comprendre aussi que dans les lieux publics, imaginez s'il y a des personnes âgées à côté des enfants qui sont en présence de quelqu'un qui fume du cannabis. Il y a une question de logique, il y a une question d'éducation et de santé. Question principale, Monsieur le député de La Fontaine. Oui, merci, Monsieur le Président. Parlons des enfants de 18, 19, 20 ans. Concernant son projet de hausser l'âge à 21 ans pour le cannabis, le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux ne veut pas entendre raison. On dit vouloir protéger les enfants. Maintenant, ce qu'il les considère comme des enfants, les 18, 19, 20 ans. Le Barreau du Québec, dans son mémoire transmis à la Commission, lève un énorme drapeau rouge. Il dit, et je le cite, « Un âge minimal élevé et déterminé de façon arbitraire prêtera flanc à des contestations judiciaires sur la base d'une discrimination basée sur l'âge. » Fin de la citation. On parle des enfants, mais on parle des 18, 19, 20 ans. Le barreau, toujours, Monsieur le Président. Il existe un risque sérieux d'invalidité constitutionnelle si le gouvernement établit un âge minimal élevé à 21 ans en s'appuyant sur des études scientifiques qui ne sont pas concluantes. La ministre de la Justice, Monsieur le Président, peut-elle rappeler à l'ordre son collègue? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, la loi actuelle nous permet de déterminer l'âge de consommation du cannabis au Québec. On entend faire respecter nos droits à travers le Canada sur ce point-là. Certaines provinces ont choisi 19 ans, d'autres ont choisi 18 ans. Nous, on peut mettre l'âge à 21 ans. L'âge adulte a été déterminé dans les années 70 à rabaisser de 21 à 18 ans. Il restera à 18 ans. Ça n'empêche pas quelqu'un de mettre l'âge de consommation du cannabis à 21 ans. Donc nous, encore une fois, je me répète, l'important, c'est de retarder le plus possible l'initiation à la consommation du cannabis. Les dommages se font quand on consomme du cannabis pendant les années d'adolescence. Essayons de maintenir notre cap et gardons l'âge à 21 ans pour protéger nos enfants. Première complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, pour le bénéfice du ministre, ce qui est illégal est aussi pas banal, Monsieur le Président. Ici, c'est le barreau qui vient de nous le dire. La ministre, elle, et j'aimerais ça l'entendre, c'est elle qui préside le comité de législation à titre de ministre de la Justice. À ce comité, la constitutionnalité des projets de loi est au cœur des préoccupations et il est clair que les juristes de l'État ont lu les mêmes décisions des tribunaux que le barreau. Dans ce dossier, j'aimerais entendre la ministre. A-t-elle renoncé au respect des droits et libertés pour nos 18, 19, 20 ans? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Alors, j'appelle à l'aide à Madame la députée de Marguerite Bourgeois qui s'inquiète de la santé mentale de nos jeunes et qu'elle intervienne auprès de son collègue parce que, encore une fois, le message est clair. Nous, ce qu'on veut, c'est protéger la santé mentale de nos jeunes. Et ça a été démontré pour l'alcool, pour le tabac, augmenter l'âge légal pour la consommation de ces produits diminue l'incidence de consommation chez les jeunes. Même l'INSPQ, qui s'oppose aux 18 ans, a admis dans leur mémoire que oui, l'augmentation de l'âge avec d'autres interventions entraînera une diminution de la consommation chez les adolescents. Et les autres interventions, on va les faire au niveau de l'éducation. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Président, grand silence de la ministre de la Justice présentement. Tout comme grand silence du barreau qui n'a pas été convoqué en commission parlementaire. Que dit le barreau pour le ministre? C'est très clair et je le cite, le 21 ans, c'est de l'arbitraire pour le barreau, qui ne s'appuie sur aucune étude scientifique concluante. Ça, en droit, ça veut dire, Monsieur le Président, que le projet de loi ne passe pas le test. Le gouvernement fait fausse route. J'aimerais entendre la ministre. Va-t-elle rappeler à l'ordre son collègue? C'est illégal. Monsieur le ministre délégué de la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, dans le projet de loi sous sa forme actuelle, il est interdit de faire des plants de cannabis chez soi
ce qui en fait est à l'opposé de ce que le projet de loi fédéral. Et pourtant, l'Assemblée nationale a voté pour ce projet de loi-là et il n'y a pas eu de contestation juridique. Encore une fois, le projet de loi fédéral nous permet de déterminer, dans notre province, à quel âge on désire débuter la consommation de cannabis. Nous, on va avoir une approche plutôt préventive, plutôt de précaution. Depuis une semaine, on entend parler de problèmes psychiatriques, de problèmes neurologiques, de manque de motivation. Alors nous, ce qu'on dit, respectons nos droits, 21 ans au Québec, ce sera ça. Monsieur le député de Robert-Baldwin, en principal. Merci, Monsieur le Président. Alors, quand on écoute la période de questions, il y a toutes sortes de choses qui se disent et il faut prêter attention. Aujourd'hui, c'est un bel exemple de cela, Monsieur le Président. On a bien été mis au courant des incohérences de nos collègues de la CAQ. La semaine dernière, jeudi dernier, Monsieur le Premier ministre, en réponse à une question de notre chef, avait dit que, et je le cite, « Quand on regarde tous les chiffres qu'on voit dans les derniers mois, la situation économique du Québec continue de s'améliorer. L'économie s'améliore. La création d'emplois est forte. D'ailleurs, on a des surplus budgétaires. » On entend M. le ministre des Finances qui nous dit « Non, 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 non. Il faut faire attention. L'économie va ralentir. Il y aura un ralentissement. Donc, ces surplus-là, on ne peut pas vraiment compter sur ça. » Maintenant, qui dit quoi, là? Est-ce qu'il y a ralentissement économique ou est-ce qu'il y a croissance économique? Monsieur le ministre des Finances. Merci pour la question. La croissance mondiale, il y a un fort degré de corrélation. S'il vous plaît. Et je référerai mon collègue de Robert Baldwin à l'OCDE qui a prévu pour 2018 un taux de croissance de 3,7 % et pour 2019 de 3,25 %. Et on voit le même effet au niveau du Canada et du Québec. La croissance mondiale s'est corrélée. Alors, on a eu une croissance mondiale très forte en 2017, notamment un peu plus et très forte aussi en 2018, mais surtout dans le premier semestre. Le deuxième semestre ralentit, mais c'est toujours positif. Le Québec va bien, son potentiel est énorme et nous voulons l'amener à un autre niveau. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci pour votre collaboration.